Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump, John Bolton. L'entretien portera sur son dernier ouvrage sorti il y a quelques semaines, The Room Where It Happened, ou La pièce où ça s'est passé. Bienvenue, Monsieur Bolton. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Mais je pense qu'il était très important de garder une trace de tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé sur plusieurs dossiers importants de sécurité nationale au cours des 17 mois que j'ai passés en tant que conseiller à la sécurité nationale. Bien évidemment, la plupart des Américains n'ont pas une vision globale des prises de décision et j'ai pensé qu'il était particulièrement important qu'ils comprennent ce qui s'est passé au sein de l'administration Trump, comment certaines décisions ont été prises. C'est à eux de choisir s'ils veulent lire mon livre, en tirer leurs propres enseignements et conclure s'ils pensent que notre pays va dans la bonne direction. Dans votre livre, vous critiquez la politique étrangère du président Trump et vous soulignez que plusieurs initiatives qu'il avait prises étaient motivées par ses propres intérêts plutôt que ceux de son pays. Est-ce que cela s'applique également à sa politique vis-à-vis de l'Iran, politique, rappelons-le, à laquelle vous avez consacré 2 chapitres de votre ouvrage? Alors, je pense qu'il était fermement opposé à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 durant sa campagne. J'étais moi-même contre cet accord. C'est un des sujets sur lesquels j'ai pensé qu'il était frappant de voir qu'après 15 mois à ses côtés, il ne s'était toujours pas retiré de cet accord. Je pense qu'il a constaté que cet accord ne plaisait pas aux Américains. J'étais donc ravi de sa décision de s'en retirer. Mais en parallèle, nous avons imposé de lourdes sanctions économiques à l'Iran qui ont eu un effet dévastateur sur son économie. Cette semaine, d'ailleurs, la devise iranienne s'est effondrée pour atteindre un niveau historiquement bas par rapport au dollar. Mais en même temps, Trump souhaite toujours négocier avec l'ayatollah, pensant qu'il peut négocier un meilleur accord, ce qui est, à mon sens, loin d'être possible. Ceci prouve une fois de plus que ce n'est pas une grande stratégie pour la sécurité nationale des États-Unis, mais plutôt une évaluation personnelle de Trump sur la politique qu'il mène en Iran. Les médias américains vous considèrent comme étant un des faucons de Washington et le président Trump vous décrit comme étant un va-t-en-guerre. Ne croyez-vous pas aujourd'hui que Trump avait raison quand il a décidé à la dernière minute de ne plus frapper l'Iran alors que vous, de votre côté, vous le poussiez à le faire? Il ne faut pas oublier que, comme je l'explique dans mon livre, tous ces conseillers, tous, ont recommandé une riposte pour les frappes contre les drones américains et les attaques menées précédemment dans le Golfe, les attaques en Arabie Saoudite, les attaques contre les navires en provenance du Golfe. Et ce que j'ai souhaité indiquer, c'est que le processus qui a mené à cette prise de décision était un exemple parfait de prise de décision sérieuse à Washington dans le domaine de la sécurité nationale. Sa décision de ne pas riposter fut motivée par une anecdote à la dernière minute sans tenir compte de l'avis de qui que ce soit. Alors certains peuvent être d'accord, approuver la décision qu'il a prise de ne pas riposter, mais en adoptant cette approche erratique et non structurée, il pourrait très bien à un autre moment décider de faire l'inverse dans une autre situation. La question est de savoir comment prendre des décisions dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis et pas uniquement en se basant sur l'instinct de Trump face à une information de dernière minute. Après votre démission de l'administration Trump, le président avait ordonné l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani tout en adoptant une politique dite de pression maximale vis-à-vis de Téhéran. Cette politique serait-elle liée à l'influence des alliés régionaux des États-Unis comme Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis?
Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire Soleimani, mais je dirais simplement que lorsque vous voyez qu'une opération donne des résultats, lorsqu'une opération est couronnée de succès, il serait erroné de penser qu'elle n'a été lancée ou ordonnée que quelques jours auparavant. La préparation prend parfois du temps, beaucoup de temps, et le timing exact dépend des circonstances et non d'événements étant intervenus quelques jours avant. Soleimani était un terroriste. C'était un grand responsable au sein d'un régime que les États-Unis accusent de soutenir le terrorisme, et ce depuis l'administration Reagan. Son organisation, les Gardiens de la Révolution, a été désignée par Trump lui-même comme une organisation terroriste. Et nous savons que depuis plus de 10 ans, l'Iran arme des personnes en Irak, ces personnes qui tuent des Américains dans ce pays. Je pense donc que cette attaque était entièrement justifiée. Elle aurait été justifiée en ne tenant compte que de la sécurité nationale des États-Unis d'ailleurs. Toujours concernant le Proche-Orient, pourquoi avez-vous considéré dans votre livre le conflit syrien comme étant le pire dossier géré par l'administration Trump? Alors, je n'ai pas dit que c'était le pire. Il y a vraiment beaucoup de compétition pour obtenir ce titre, entre guillemets, mais le président n'était pas cohérent dans sa propre prise de décision. Il a demandé le retrait des troupes américaines avant de revenir sur sa décision encore et encore. Et la plupart de ces prises de décision n'ont pas suivi une approche cohérente et stratégique. Cela a permis à l'Iran, au régime d'Assad, à la Russie et à la Turquie de faire avancer leurs intérêts sur le territoire syrien contre ceux des Américains et de nos alliés dans la région. Certains prétendent que la loi César permettra aux États-Unis de jouer à nouveau un rôle en Syrie. Êtes-vous d'accord avec de tels propos? Je pense que cela va dépendre de ce que va faire Trump dans les mois à venir. Personnellement, je ne m'attends pas à voir beaucoup de décisions prises au sujet de la Syrie ou même d'autres régions du monde avant les élections. Et évidemment, l'avenir dépendra de qui remporte cette élection. Monsieur Bolton, avez-vous contribué à l'élaboration de ce qui est connu sous le nom du plan Trump pour la paix au Moyen-Orient? Quelles sont les chances que cette initiative puisse aboutir? Nous sommes nombreux à avoir proposé nos conseils à ce sujet. C'est principalement le résultat du travail de Jared Kushner. Je ne pense pas que ce projet sera couronné de succès si Trump est réélu. S'il ne l'est pas, je ne pense pas qu'on en entendra parler encore longtemps. Mais là où cette initiative était juste et judicieuse, c'était de voir qu'il y a un réalignement stratégique en cours au Moyen-Orient, dans son ensemble, dans toute la région, et la menace que pose l'Iran avec son programme nucléaire, son soutien aux actes terroristes, la déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, du Liban, la menace que le pays pose pour le reste de la région, ont encouragé les pays du Golfe, les pays arabes, les autres pays arabes à essayer de trouver des solutions pour résoudre leurs différends avec Israël. Je pense que ce repositionnement stratégique est encore à l'œuvre. On a assisté à une grande transformation dans la région en raison de la nature de la menace iranienne. Et étant donné que cette transformation va très certainement se poursuivre pendant encore un bon moment, je pense que les perspectives de paix entre Israël et tous les autres pays arabes, y compris les Palestiniens, restent d'actualité. Mais je pense qu'il faudra une nouvelle initiative pour relancer les négociations. Vous parlez dans votre ouvrage des liens personnels qui existent entre le président américain et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que cette relation serait, selon vous, la raison pour laquelle Washington se serait abstenu de condamner l'ingérence militaire turque en Libye, ou y aurait-il d'autres explications derrière cette position?
Je ne pense pas qu'une grande attention ait été prêtée à la Libye. Cela reflète en partie le manque de volonté de la part de Trump de planifier de grandes stratégies sur le long terme. Il préfère agir de manière ponctuelle, au jour le jour. Bien sûr, l'Europe est bien plus directement impactée par le chaos potentiel en Libye, la guerre civile qui fait rage. Et c'est quelque chose auquel Trump s'est intéressé de manière sporadique. C'est d'ailleurs une attitude que l'on remarque pour de nombreux événements internationaux. Dernière question, Monsieur Bolton. Qui lit votre ouvrage peut déduire que vous serez contre la réélection de Donald Trump. Pourquoi? Je ne pense pas que Trump soit un républicain conservateur. Alors cela ne veut pas dire qu'il est démocrate libéral. Je ne pense pas qu'il ait réellement de telles convictions. Il est tout simplement pour Donald Trump. Et je pense que sa vision personnalisée du monde, son approche transactionnelle, son manque de réflexion stratégique, son manque de compréhension du reste du monde et de ce à quoi les autres font face chaque jour, font qu'il est difficile pour lui de protéger les intérêts américains. Et donc pour la première fois de toute ma vie, je ne vais pas voter pour le candidat républicain, je ne vais pas non plus voter pour Joe Biden, je vais inscrire le nom d'une autre personne. Mais cette élection ne sera pas heureuse pour ceux qui considèrent la sécurité nationale par le prisme de Ronald Reagan. Les États-Unis vont connaître une période difficile, peu importe le résultat de cette élection. Permettez-moi juste de vous poser cette dernière question. Quel regard portez-vous sur la relation entre Donald Trump et le président français Emmanuel Macron? Je pense que le président Macron a décidé très tôt d'entretenir une relation personnelle avec Trump. C'était d'ailleurs, à mon sens, une décision judicieuse, étant donné le fait que Trump a souvent du mal à faire la part des choses entre sa relation personnelle avec un dirigeant étranger et les relations bilatérales entre les deux pays. Je pense que Macron a très bien cerné Trump. Ça lui a d'ailleurs profité. Cela a profité à la France, mais pas aux États-Unis. L'Iran est d'ailleurs un très bon exemple. Macron a fait tout ce qu'il a pu pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Trump n'a pas apprécié, n'a pas compris, n'a pas vu ce que Macron essayait souvent de faire. Étant donné que je pense que cet accord est très mauvais non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Occident, la politique de la France n'était pour moi pas bonne. Mais Macron a réussi à influencer Trump pour servir ses propres intérêts. Monsieur John Bolton, l'ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, merci et merci à vous de nous avoir suivis sur France 24.